Nous, c'est Jadis, et on se pose plein de questions. Celle qu'on s'est posée récemment, c'est qu'est-ce que ça ferait de discuter avec un homme qui a voyagé dans tous les territoires et pays du monde? Et bah figurez-vous que cet homme il existe. C'est un Français du nom de André Bruguière. Et le plus fou, c'est qu'on a eu la chance de le rencontrer et de discuter avec lui. Si tu veux plus de contenu comme celui-ci, n'hésite pas à t'abonner. Et la vidéo, c'est maintenant. Jadis, j'ai réalisé mon rêve, visiter tous les pays et tous les territoires du monde, sans exception. Et je vais vous raconter mon histoire. Bon, à 17 ans, je ne pouvais pas imaginer tout ce qui allait me tomber sur la tête. Il s'est trouvé que je cherche qu'est-ce qui m'a fait démarrer après la guerre. Il y avait 2 Américains dans le métro à Paris, ils parlaient anglais. Mais je ne comprenais pas. J'ai demandé à ma mère, maman, qu'est-ce qu'ils parlent? Elle m'a dit, ils parlent anglais. Et moi, je suis tellement curieux d'esprit, et c'est ça qui m'a fait voyager et tenu sur la route. Et la curiosité n'a pas baissé même aujourd'hui. J'ai voulu apprendre l'anglais pour comprendre ce que ces gens-là disaient. Et après, je me suis retrouvé à l'école hôtelière. Par mégarde, j'ai jamais aimé cette école. Dès le premier jour, l'odeur me plaisait pas, mais je suis resté les 3 ans. Et là, l'anglais devenait nécessaire, en plus, pour le métier de l'hôtellerie. Et je voulais apprendre l'anglais sur place, bien le parler, parce qu'à l'école, non seulement ils ne vous apprennent pas l'anglais, ils vous dégoûtent de l'apprendre. C'est ça qu'ils font. Ah oui. Alors, je me suis dit, j'étais prêt à nager à travers la Manche pour aller apprendre l'anglais. Je cherchais comment faire, mais mon père, c'est un paysan auvergnat exilé en région parisienne, il n'est jamais sorti de son jardin. C'est pas lui qui m'incite au voyage, entre autres. Et donc, je ne sais pas comment faire, et la chance s'est manifestée dès le départ. Il s'est trouvé qu'à l'école hôtelière, chaque année, on faisait un stage. J'avais un travail qui m'attendait en Écosse, et mon père, malgré tout, il était à la SNCF, il avait des billets gratuits pour la famille. Donc il m'a donné un billet de train jusqu'à l'Écosse. Et de là, tout s'est enchaîné, je dirais, malgré moi, et ça peut paraître stupéfiant ce que je veux dire, mais j'ai jamais rien planifié en fait. Parce que les gars, ils vont faire le tour du monde, ils prennent les guides, tout. Aujourd'hui, ils appellent les copains. Ben, moi, c'était pas faisable. Donc, tout s'est enchaîné, j'ai obéi. C'est gros à dire, mais un espèce de destin qui m'a tiré vers l'avant. J'avais pas assez d'anglais en Écosse, mais comme j'avais pas fait le service militaire, ils m'ont dit, vous devez rentrer en France. Donc finalement, je rentre en France, je dis non, je vais apprendre l'espagnol. Et là a commencé la période des parachutages. C'est-à-dire qu'en Espagne, j'avais pas de boulot, j'avais rien. Et j'ai été me parachuter à Cordoue, comme ça au pif parce que je voulais être au chaud. Me voilà parti avec un billet de mon père, encore un billet de train, là, seul, j'avais 19 ans. Et je peux vous dire que j'avais les genoux qui jouaient des castagnettes encore. Le premier soir, je débarque, je trouve du boulot. J'en ai conclu que la chance sourit aux audacieux. J'ai travaillé un an pour apprendre l'espagnol. Alors, je n'ai pas les histoires au début que je ne comprenais pas. Hein. Ensuite, il y a eu 2 ans de service militaire, parce qu'avant, il fallait faire le service militaire. Moi, je n'ai pas une vocation de passoire. Ça ne m'intéressait pas d'aller me faire flinguer en Algérie. Alors, moi, j'étais arrivé en retard, je dis à un copain, je dis, mais comment on fait pour éviter l'Algérie? Il dit, bah, tout le monde doit y aller. Il dit, mais il y a un truc, c'est ceux qui vont aux colonies, ça compte comme l'Algérie. Je dis, où est-ce qu'on s'inscrit? Le bureau au fond, là-bas. Il n'avait pas fini sa phrase, j'étais déjà chez le capitaine. Salut mon capitaine, qu'est-ce que tu veux toi? Je voudrais aller aux colonies. Il me dit, tu vas aller où? J'en reviens pas, il me propose. Alors je me gratte la tête, j'étais pas fort en géo, mais qu'est-ce qui est le plus loin? Bah, Tahiti, il n'y a plus de place. Mince. Qu'est-ce qui est le plus loin? Madagascar, il n'y a plus de place. Bah, j'étais arrivé en retard, les autres avaient choisi, mais moi je... Ah, j'ai dit, qu'est-ce qui est le plus loin qui vous reste? Le Congo, c'est bon, mettez-moi pour le Congo. Et donc j'ai passé 2 ans au Congo. Pour moi, c'était le pied, parce que j'avais le rêve au fin fond de ma tête. Derrière, j'avais envie de voir le monde parce qu'il y a une marraine qui m'avait fait un petit bouquin sur le monde avec des petits dessins qui m'avait emballé. Et comme je suis curieux d'esprit, je voulais voir sur le tas. Donc, il y avait le premier pas, c'est la langue, apprendre les langues. Mais ensuite, il y avait ce désir de connaître ce que je ne connaissais pas, quoi. C'est ça le désir du voyage, voir ce qu'on ne connaît pas, découvrir. Ensuite, je me suis dit, bah, pourquoi pas apprendre l'allemand, que j'étais lancé. Alors je vais me parachuter en Allemagne. Alors quand je me parachutais, j'emmenais des sandwichs pour tenir une semaine. Papa, je ne pouvais pas l'appeler, pas de téléphone. Puis l'appeler pourquoi il n'a pas de rond? C'est marche ou crève mon truc. Moi, il fallait que dans la semaine, il ne fallait pas chialer. Il fallait que j'ai du boulot. L'Allemagne, alors je savais 5 mots d'allemand. Pas d'école, pas de l'école. Raus, schnell, Papier, Kommandantur, Gestapo. Manque de peau, la guerre était finie, ça n'arrivait pas cela. Donc j'ai travaillé 2 ans en Allemagne. Et après, j'ai dit, bah, pourquoi pas l'italien? J'étais lancé. Je pars en Italie, bon, j'avais pas peur parce que quand on sait l'espagnol, le français, c'est une langue proche.
Mais il y avait plein d'Italiens qui cherchaient du boulot partout, mais eux, la différence avec moi qui cherchaient, c'est qu'eux parlaient la langue, mais pas moi. Je savais deux mots, cerco lavoro, je cherche du travail. Et j'entendais toujours impossibile. Ça, je comprenais la réponse, impossibile. Mais avec un coup de peau encore, je ne comprends pas, que le bon Dieu m'aime bien, ils ont foutu un concierge en prison parce qu'il avait volé dans un hôtel, je l'ai appris en premier. J'ai foncé à l'hôtel, j'ai été voir le patron, je lui ai dit, je viens pour la place de concierge. Alors il me dit, oui, je cherche quelqu'un. Il dit, mais je ne peux pas te prendre. Je dis, en quelle honneur? T'es pas italien. Porca la miseria. J'ai donné un coup de poing sur la banque. J'ai dit, quoi? Vous ne me prenez pas parce que je suis français? J'ai dit, mais en France, on a des millions d'Italiens, vous n'allez pas prendre un français? Non, non, monsieur qui dit, mais c'est les règlements. J'ai dit, qui c'est le règlement? Allons au bureau. On est parti et le gars, il a dit, oui, bah, le règlement, c'est qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui. Si un Italien peut faire ce boulot-là. J'ai dit, bah, moi je parle 5 langues, sortez un Italien tout de suite qui parle 5 langues pour votre boulot, vous ne l'aurez pas. Et ils m'ont gardé. En tout cas, j'ai fait 2 ans en Italie, et après je me suis dit, pourquoi pas le russe? Ah, mais là, il y avait la grande URSS, qui se targuait d'être le paradis des travailleurs. Ils ne voulaient pas un travailleur de plus. Moi j'étais 12 fois en URSS et Russie, et quand on ne sait pas la langue, ça gâche l'affaire. Et je leur en veux à mort de ça. Et donc, je n'ai pas pu avoir le visa, je n'ai pas pu aller en Russie. Et je ne sais pas quoi faire. Je dis, je voudrais refaire un peu d'anglais, j'en ai pas fait assez. Et là, j'ai cherché. Puis finalement, je voulais aller aux États-Unis, j'ai pas eu le visa. Finalement, j'ai été atterri à Toronto, au Canada, sans boulot, sans rien, sans papier. J'ai travaillé 3 ans sans papier. Ils m'ont pas gaulé. Il faut dire que les jours de recensement, j'étais sous le lit. Puis il y a un gars qui me dit, un Canadien, là, anglais, il me dit, mais pourquoi tu fais ça, toi, comme boulot? Tu parles 5 langues. Ben, pourquoi tu fais pas traducteur? Je dis, ça va pas, et j'ai même pas le bac. Oui, ici, il dit, c'est pas gênant. Ah bon? Donc, ils m'ont formé comme traducteur et j'ai travaillé 3 ans. Et là, c'est là que j'ai compris que j'avais toujours le rêve du tour du monde derrière la tête. Là, je me suis aperçu qu'en Amérique du Nord, et je ne le savais pas avant, il n'y avait pas les guides de routard. J'avais aucun renseignement, moi, j'y allais à l'aveuglette. Et je m'aperçois qu'on paye plus en Amérique du Nord qu'en Europe. Ou disons, la différence entre le coût de la vie et les salaires est plus large, ce qui permet d'économiser plus vite. J'ai compris qu'enfin, je pouvais faire mon budget. Pour mon rêve qui était toujours, je dis, derrière la tête. Et donc pendant 3 ans, j'ai bossé. Alors la chambre la moins chère, pas d'excès de bouffe, les heures supplémentaires tant que je pouvais en faire pour mon voyage. Et avec 3 ans d'économie à Toronto, j'ai tenu 6 ans pour réaliser mon rêve donc de faire ce tour du monde. Mais j'avais pas prévu que j'allais faire les 400 000 bornes non-stop. Je n'avais pas prévu ça. On m'aurait dit ça, je serais pas parti, j'aurais pris peur. J'avais encore peur à 30 ans. Pourtant, avec ce que j'avais fait avant, j'aurais dû être rassuré. J'avais encore peur d'y aller seul. À 30 ans. Ouais, je parlais 5 langues, le français, anglais, allemand, italien, espagnol. En fait, il y a 4 langues qui servent dans le monde aujourd'hui. Pour le plus de pays, c'est d'abord l'anglais. Il écrase tout. Le français et l'espagnol, ça c'est les 3 de base. On ne peut pas faire sans ça. Moi, un gars qui vient, qui me dit j'ai fait le tour du monde, tout ça, puis qui parle que l'anglais, pour moi c'est un Américain qui a du fric et des valises de cuir et qui a été au Sheraton. Votre premier départ, il a duré 18 ans. Comme vous le disiez. Premier voyage, oui. Voilà, votre premier voyage. Et comment vous faisiez pour financer cette aventure de pays en pays, sachant qu'au début vous aviez $1 par jour. Comment ça se passait pour vous? Non, financièrement. J'ai dit tout à l'heure, j'ai économisé pendant 3 ans au Canada comme traducteur. Alors, pour dire la vérité, j'ai pas dit je vais faire le tour du monde en stop. J'avais déjà trop peur d'y aller normalement. Moi, je pensais faire le truc classique. Je m'étais cherché des compagnons pour l'Amérique du Sud. Après bien des histoires, je suis parti avec 2 emplâtres de Canadiens qui partaient dans un taxi londonien. Mais on ne s'entendait pas du tout. Parce que dès qu'on arrivait au Mexique, ça parlait pas anglais, là, c'était pas civilisé pour eux. Mais moi, je parle espagnol. Moi, je commençais à vivre. Eux, ils restaient dans le taxi à boire de la bière. Alors, on s'est séparés. J'ai failli prendre un coup de cric sur la tête en Argentine. Mais moi, je voulais aller à tout prix jusqu'à Rio parce que je voulais voir le carnaval de Rio. De là, coup de peau qui commence. C'était le régime militaire. Il y a une secrétaire des militaires, elle ne pouvait pas les saquer. Elle dit, André, tu veux voyager? Ça t'intéresse que je t'envoie gratuit en avion stop jusqu'à Ushuaia, en terre de feu? T'attends, ça arrive du ciel, le bon Dieu m'aime bien, je dis. J'arrive en terre de feu, je tombe sur l'amiral là-bas, qui aime bien mes histoires. Il me dit, écoute, je vais te loger, et puis tous les soirs, tu viens raconter des histoires à mes officiers. D'accord. Et puis il me dit, un jour, il me dit, tu vois le bateau qui est dans le détroit de Magellan, là? Ouais.
Il dit, celui-là, il part à Punta Arenas au Chili. Si tu veux, je peux te coller gratuit là-dessus. Bateau stop qui vient. Avion stop, bateau stop. J'avais rien fait. Alors, au bout d'un mois, je calcule, j'ai dépensé $30 en 30 jours. Mais je dis, mais attends, $30, entre $1 par jour, j'avais même pas prévu ça, mais j'ai dit, si je garde ce style-là, c'est-à-dire pas d'hôtel, pas de restaurant, ben, j'ai le monde entier qui m'appartient avec ce que j'ai économisé. J'avais $4000 en tout. Je peux faire ce que je veux, là, mais il faut que je me tienne à ce style-là. Et je m'y suis tenu. Parce que je raconte ça de façon amusante, mais chaque soir, c'est où ce que je dors. Au début, j'avais peur. À 3 heures de l'après-midi, je me disais, mais où je vais être ce soir? Puis après, je me suis dit, mais attends, panique pas, parce que moi, je suis plutôt anxieux de nature. Panique pas, à 9 heures du soir, 10 heures, quand tu veux dormir, t'es pas au même endroit qu'à 3 heures. Attends 10 heures pour paniquer. Mais après, j'étais tellement entraîné, j'étais un pro. Je m'occupais même pas d'où je dormais. Je commençais à avoir sommeil, 9 heures, 10 heures, je suis crevé, je dors. Alors j'avais l'œil clinique aussi, il faut dire. Bon, ça marche pas toujours, hein, parce que j'ai passé des nuits épiques. Mais en général, il faut dire que planquer un corps humain, c'est facile. C'est pas très gros un corps humain. J'avais mon duvet, j'avais même pas de matelas de mousse, ça n'existait pas. Moi, je mettais un sac de plastique. Pourquoi? Pas pour le confort, bien sûr, c'était pour m'isoler et de l'humidité et de la saleté. Parce que j'avais pas de lampe de poche. Même en Alaska, quand il faisait moins 45 degrés, j'allais pas à l'hôtel. Là, je risquais ma peau. Mais j'ai pas lâché le morceau. Et pour voyager, j'ai fait un stop. C'est-à-dire que si on ne me prenait pas, je bougeais pas. Vous avez jamais payé un avion, Alors, un bateau? justement, la question est bonne. C'est que les 2 tiers de la Terre, c'est pas de la Terre, c'est de l'eau. Donc j'ai dû faire justement du bateau stop, voilier stop, avion stop. Pour l'avion stop, il ne s'agit pas de se coller à un bout de Roissy-Charles de Gaulle, le pouce tendu. Hein. Il vaut mieux voir le pilote avant puis lui demander s'il peut emmener. L'avion stop, c'était avec des avions privés ou des avions cargo. Donc j'ai fait de l'avion stop plusieurs fois. Le bateau stop, alors il faut comprendre que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait travailler sur un bateau, grimper, on n'avait pas payé, et puis ils emmenaient gratuit. Je suis monté sur plein de bateaux dans le monde. Le capitaine, il faut déjà y arriver, parce qu'il y a les barbelés à l'entrée du port, le garde avec son fusil, l'autre à l'entrée du bateau. Donc le bateau stop est devenu pratiquement impossible. Moi, le matin, je me levais, je ne savais pas le soir si je partais et où je serais. Et puis pour moi, le stop, c'était un plaisir, parce que je vois des gars qui faisaient du stop. La voiture ne s'arrêtait pas. J'en ai vu un jour, oh, sale con. J'ai été le voir, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, je fais du stop et ils ne s'arrêtent pas, ces cons-là. J'ai dit, écoute, moi, je serais un conducteur, je ne m'arrêterais pas pour un con comme toi. Moi, si on ne me prenait pas, je n'avais rien à dire. J'ai toujours considéré que celui qui s'arrêtait pour moi, c'était un ami qui me donnait un coup de main. Et je voudrais quand même dire que les années 67-73, quand j'étais sur la route, c'était les grandes années de la route. On a oublié ça. Il y a eu les beatniks, les hippies, mai 68, et ensuite, il y a eu les chemins de Katmandou. Paix et amour, on y a cru. Tout le monde était sur la route. Il y avait tellement de monde sur la route à l'époque. J'ai fait la queue plusieurs fois pour faire du stop. J'avais été vivre, par exemple, chez les bons à Bangkok, pour connaître le bouddhisme. J'ai été vivre dans les écoles de yoga en Inde, pour connaître le yoga. J'ai travaillé dans un kibbutz en Israël. Ensuite, j'avais été vivre chez les soi-disant coupeurs de tête à Bornéo. Les choses se sont faites malgré moi, quoi. Puis je me suis aperçu que ça marchait. Mais c'est pas un tour du monde que j'ai fait. C'est, quand on regarde la carte, ça zigzague partout. Donc j'ai mieux appelé ça un tour des hommes. Ce qui m'intéressait dans le fin fond, c'est pas le kilométrage qui est là, ni l'exploit, parce qu'il est là aussi. J'ai pas cherché ça. Moi, ça, ni l'aventure. Je me suis déjà retrouvé en danger, vraiment, réellement? Ah bah en oui. danger de mort? Je me suis retrouvé 7 fois en prison. 5 fois des mitraillettes dans les côtes, baïonnettes dans les yeux, revolver dans le dos, je tire la ferraille, c'est pas possible. Mais ça m'amuse pas, moi. J'ai cru y passer plusieurs fois. Mais bon, ben, le bon Dieu m'aime bien, j'en sais rien. Ça, c'est pas ça qui m'intéressait, moi. Parce qu'il y en a, ils vont pour l'aventure. Non, moi, en fait, je suis pas un vrai voyageur, je suis plus un étudiant. Mais j'ai un défaut, je vais aller voir sur place. Et on m'a raconté tellement de bêtises à l'école, à 17 ans, j'ai dit, ça suffit, je vais aller voir. C'est ça ma démarche, je vais aller voir par moi-même. Je suis allé avant la guerre et mes premiers souvenirs de la vie, c'est la guerre. Mais pas la guerre à la télé, la vraie de vraie. Enfin, on voit ça en film, mais moi, c'est pas du film, c'était la vie comme ça. Donc, je suis né avant la guerre et j'ai voulu savoir, en visitant le monde entier, les hommes du monde entier, est-ce qu'un jour, les hommes vont être capables d'établir la paix? Oui ou non? Ça, c'est la grande... Pour moi, c'est une question essentielle. En fait, j'ai pas dit à mon père en partant à 17 ans, ben, bisous, bisous, papa. Non, non. Je reviens dans 18 ans, je vais voir si on peut faire la paix. Non. Mais c'est ce qui s'est produit.
Je ne savais pas que ça allait durer 18 ans et je savais pas que, au départ, je ne me suis pas dit, je vais voir si on peut faire la paix, mais c'était ça la motivation sous-jacente. Moi, ma réponse, c'est que la paix est non seulement possible, elle est inévitable. Je vais le répéter parce que je vois que les médias, ils disent pas ça. La paix se fera. Voilà. D'ailleurs, si on réfléchit une petite seconde, la paix aujourd'hui n'est même plus un idéal, c'est devenu une nécessité pour une simple raison technique. Il n'y a plus de distance. Au Moyen-Âge, jusqu'au 19e siècle, on était chacun dans notre coin. Et maintenant, on est tous dans le même bateau. Qu'on le veuille ou non, on est dans le même bateau, il va falloir en tenir compte. Il n'y a plus de recul. Donc la paix n'est plus un idéal, c'est devenu une nécessité. Regardez le fait d'aujourd'hui qui est incroyable. La guerre de l'Ukraine, c'est un seul pays qui est en guerre. Un seul pays. Au Moyen-Âge, il y avait une guerre n'importe où. Ça restait là, les autres, ils ne savaient même pas. On n'avait pas la radio, là, ils ne savaient même pas. Mais aujourd'hui, pour une seule guerre, le monde entier, il n'y a personne qui est à l'abri de tous les dégâts. Vous voyez, on est dans le même pays. La conclusion de mon voyage, qui fait le titre de mon premier livre, c'est que la Terre n'est qu'un seul pays. En fait, la clé a été donnée déjà dans le passé pour établir la paix. Ça peut faire sourire, mais j'en connais pas d'autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça où on ne fera pas la paix. J'ai découvert qu'en Perse, c'est-à-dire l'Iran d'aujourd'hui, il y a eu une révélation, Baha'i. Il n'y a rien de nouveau au niveau des valeurs, mais elles sont réexpliquées pour l'esprit moderne. C'est clair. C'est-à-dire que toutes les fumées qui sont dans la tête des gens, les Français se croient modernes, bourrés de fumée. Ils sont bourrés de fumée. Quand on lit ça, l'horizon devient clair. Je suis tombé sur un truc incroyable. Tout ce qu'on trouve dans la révélation Baha'i, on le retrouve chez Victor Hugo. Et Victor Hugo disait « l'homme est bon, créé bon ». Et Victor Hugo a la plus belle phrase au monde. Il a écrit 2 mois avant sa mort « aimer, c'est agir ». Quand j'ai trouvé ces écrits Baha'i, j'ai compris que je faisais une quête spirituelle involontaire. Et ça a été l'aboutissement. Tout a basculé à partir de ce moment-là. Parce que l'histoire du monde est devenue claire. J'étais un autre bonhomme qui n'avait plus rien à voir avec le passé. Nouveau, avec des réponses. Ce qui fait que quand je suis rentré fin 73, il me manquait des pays. Parce que j'avais attrapé une dysenterie, je faisais le tour de ma taille avec mes doigts. Un verre d'eau pollué au Pakistan, je faisais le tour de ma taille avec mes doigts. J'étais gros comme ça, c'est pas normal. Je suis rentré, j'avais presque plus d'argent. Mais il me manquait des pays, j'étais furieux. Alors, après, pendant plus de 40 ans, j'ai continué jusqu'à 2019. C'est là que j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais vu tous les pays, tous les territoires, juste avant le Covid. Ça, c'est pas le flair. Mais en tout cas, la deuxième partie, la première, le stop. Bon, 18 ans. Les langues, le stop. La deuxième partie, les 40 ans. La différence, c'est qu'on voit sur ma carte les traits rouges. J'étais en France et ça fait toile d'araignée. De chaque année, je partais 6, 7, 8 mois. Et le 9 mois, c'est pas que je restais à la maison parce que je tournais en France, en Europe. Mais sinon, je partais pour voir les pays que j'avais pas vus. Et j'étais doublement motivé parce que j'avais aussi à cœur de partager ce message. Je suis dans les clubs. Là, on m'a décerné le globe du plus grand voyageur du monde. Je l'ai là. J'ai rien demandé. Quand on entreprend une vie de voyage comme la vôtre, Ouais. Est-ce que l'amour y trouve sa place? Est-ce que L'amour y trouve sa place. Ah, ça, c'est l'ingrédient essentiel. Sans penser à l'amour que vous pensez là, mais pour bien voyager, moi je dis qu'il faut... C'est pas la peine d'avoir des grosses godasses de marche ou des beaux sacs à tubulure. Il faut tout simplement aimer les gens. Tout simplement. Et le voyage va bien se passer parce que les gens vont répondre. Si on va dans un pays en conquérant, on se fait tirer dessus. Si on y va en touriste, on se fait plumer. C'est bien fait. Si on y va en ami, on a des chances d'être son ami. Donc ça, l'amour a différentes formes. Ça, c'en est une forme. Moi, je dis que quand on voyage, si on a l'habilité d'aller au fond du cœur des gens, on est partout chez soi. Il n'y a qu'une espèce humaine. On le sait intellectuellement, oui. Mais moi, je l'ai vérifié, sur le tas. Il n'y a qu'une espèce humaine. Partout, l'homme a un cœur et des sentiments. Et tous les êtres humains, sans exception, vivent entre 2 pôles opposés communs, la joie et la peine. Mais donc l'amour, alors je sais bien de quel amour vous parlez, c'est les nanettes. Amour, mais cet amour-là est très joli aussi. Pour arriver à faire un tour du monde comme le mien, il vaut mieux être le roi du slalom. Parce que les nanas, elles sont bloquées dans un coin, elles cherchent à cravater le gars au passage. Ah, darling, querido, te voglio bene. Là, il faut être le roi du slalom, parce que bon, je suis pas plus moche qu'un autre, on me voit là. Ouais, je vais pas me plaindre.
Rien ne pouvait m'arrêter, il fallait me tuer. Et donc, la deuxième partie, quand je suis arrivé à 45 ans, là, c'est bien beau tout ça, mais moi, je voulais bien me marier. Et je voulais avoir une petite fille. Et quand je suis arrivé, j'avais 45 ans, je suis arrivé en Guyane, au Suriname. Je suis tombé sur une petite fille qui cherchait un père. Comme dit ma femme, t'es tombé amoureux de la petite fille d'abord. J'ai dit, bah chiale pas, t'es venu après toi. Donc là, le temps était mûr, et j'ai senti que j'étais arrivé à bon port. Alors ma femme est la femme la plus casanière au monde, que pour la bouger, il faut une grue. Je dis ça parce qu'elle n'entend pas. Il faut une grue. Son dicton, c'est « je reste tranquillement à la maison ». C'est pas beau ça? Ouais. Je bénis ma femme des centaines de fois. Pourquoi? Parce qu'elle m'a laissé totalement libre de continuer mon vadrouillage. Et ça, je lui suis d'une reconnaissance sans fin, parce que souvent ça fait sauter les couples. Un qui part et pas l'autre. Moi j'ai fait un peu à l'envers. J'ai d'abord, enfin, je fais ça en fin de vie, la vie de couple et de. Mais bon, j'ai une perle. Ma femme c'est une perle. Elle m'a gâté pourri. Et justement par rapport à ça, vous avez jamais ressenti une certaine pression sociale de la part de la famille, des amis? J'avais un ami scout, il me dit alors André, t'es pas marié? À chaque fois il me disait ça. Mais moi ça ne me préoccupait pas, j'avais pas ça en tête. J'avais mon rêve à réaliser. J'étais concentré sur ce rêve. Et rien ne pouvait m'en dévier sauf me tuer. Après avoir fait le tour du monde des saveurs, est-ce qu'on peut dire encore actuellement que la France est le pays de la gastronomie? Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Les autres bricolent. Non mais c'est intéressant. Il faut dire, il faut être honnête. Disons que, je veux dire pratiquement, oui. Dans chaque pays, on peut trouver un plat qui va plaire. Il faut être honnête. Quoiqu'aux États-Unis, je cherche encore. Moi, les pâtisseries arabes, quand je passais devant, avec mon $1 par jour, je ne voulais pas m'arrêter. C'est trop cher. Mais je ne sais pas quel aimant me tirait en arrière, je me retrouvais dedans. Je ne pouvais pas passer à côté sans non plus. Donc, oui, on trouve des bonnes choses partout. Des fruits, maintenant, le monde se mélange. Moi, j'ai connu les sushis, on n'en parlait pas en France. Bien sûr, ouais. J'ai découvert, je tombais les nues, c'était tellement bon. Il y avait des bars à sushis avec ça. Si vous deviez nous conseiller un pays qui est peu connu, lequel ce serait? Oh bah, la plupart des gens ne connaissent pas les pays, alors c'est facile à trouver. Comme je dis, chaque pays a des choses à offrir, a son génie, oui. Il y a des gens chouettes, merveilleux partout. Néanmoins, moi j'ai 2 pays coup de cœur, mais ils sont connus. Il y en a un, c'est l'Italie. Vous savez ce que c'est qu'un Français? Je vais vous le dire. C'est un Italien de mauvaise humeur. C'est pas de moi, c'est Cocteau, mais je la trouve bien, bien dite. C'est joli. Moi j'ai vécu 2 ans en Italie, j'ai adoré l'Italie. Et l'autre pays, coup de cœur, c'est le Québec. Je suis un fan du Québec. Ils donnent la chance. Et puis ils ont un pays qui est vaste. Le Canada, c'est le pays qui vit le mieux au monde. Ils vivent du gras des Américains sans leurs problèmes. C'est vrai. Je ne connais pas un meilleur pays pour vivre que le Canada. Un voyage d'une vie, est-ce qu'elle comporte-t-elle des regrets une fois qu'on l'a vécu? Est-ce que j'ai des regrets? Oui, ça. est-ce qu'on a des regrets maintenant qu'on l'a vécu? Oui. Dans mon cas, moi, il n'y a aucun regret. Même aujourd'hui que je ne bouge plus, je n'ai pas de regret. Il y a un temps pour chaque chose. En fait, l'art de vivre, c'est, je crois qu'à la naissance, on a un pointillé qui est prétracé, ou un couloir. Et l'art de vivre, c'est de trouver son pointillé, qui n'est pas facile. Il y en a qui ne trouvent pas. Et après, il faut le marcher, qui n'est pas facile. Moi, j'ai toujours été sur mon pointillé, c'est-à-dire que j'étais en accord avec moi-même. C'est ça l'important dans la vie, c'est pas de voyager, c'est d'être en accord avec soi-même, d'être droit dans ses bottes. Moi, j'ai jamais eu de doute, j'étais sur mon pointillé, j'étais en accord avec moi-même. Au début, je ne savais pas pourquoi, mais je savais même, si je ne savais pas pourquoi, je savais que c'était juste. Donc, moi, il n'y a aucun regret. Ça a même dépassé mon imagination. Enfin, comment imaginer ce qui m'est arrivé? J'ai le monde entier dans la tête, partir sans fric, sans aide, mais c'est même inouï, je ne sais pas pourquoi. Le bon Dieu m'aime bien, j'ai pas d'autre phrase. Par contre, ceux qui veulent se réincarner, ils peuvent revenir, mais sans moi. Parce qu'un tour de piste m'a quand même largement suffi. Est-ce que le voyage vous manque? Non, pas du tout. En 2019, j'ai arrêté parce que j'avais visité tous les pays, tous les territoires du monde. C'est fait, c'est fait. Je cherche pas à faire des records. J'étais satisfait, j'avais même au-delà de toute imagination. Ça a dépassé mes bornes. Mais bon, bien sûr, je peux sortir... Moi, je peux remplir un cahier de ce que j'ai pas vu. Je peux vous dire ce que j'ai pas vu. Je le sais. Mais c'est sans fin. Par exemple, j'ai vu les 5 plus grandes chutes d'eau du monde. Mais quand on a vu les 5 plus grandes,
moi je suis pas blasé parce que la beauté reste la beauté. Mais c'est plus une nécessité impérieuse d'aller voir une mineure. On se comprend. Ouais, bien sûr. Mais si j'en vois une qui est plus petite, qui est belle, elle est belle. Je dis pas, ouais, ça vaut pas le Niagara, je parle pas comme ça. Mais il y a plus. Tandis que les autres étaient impérieux d'y aller. Je ne pouvais pas mourir avant d'avoir vu ça. Quoi? Est-ce que vous auriez un mot d'encouragement pour des personnes qui voudraient se lancer dans un voyage comme le vôtre? Oui, je peux dire un mot. Ouais. Pour ceux qui veulent partir, je pense que c'est intéressant. Moi, je dirais qu'un jeune aujourd'hui, la dernière année d'école, au lieu de s'embêter sur les bancs de l'école, il devrait partir à l'étranger, voyager. Mais quand je dis voyager, c'est pas mettre son derrière au Sheraton et boire l'eau internationale. C'est être à pied, en contact avec les gens. Il ne s'agit pas qu'un Français ait passé son temps en Belgique, c'est les mêmes frites. Mais qu'il aille au cœur du Congo, ça va changer la donne. Donc, je pense que si un jeune, pas partir une vie, pas partir même un an, mais partir, même, ce serait que 2 mois, 3 mois, un jeune qui veut connaître et qui partirait, il ferait le plus grand pas vers la paix, parce qu'il aide, d'abord, il verrait le monde, il changerait lui-même, et il permettrait de faire le pas en avant vers la paix. C'est ça, parce que les problèmes, ça vient des préjugés, on ne se connaît pas. Donc le voyage fait correctement permet de tomber les préjugés. Et c'est essentiel. Et moi, je trouve très bien, il y a beaucoup de jeunes qui voyagent comme ça, il y en a. Et moi, je les approuve et je pense que ça, c'est un plus. Mais parce que quand on juge les gens sur les armées qui débarquent, les touristes, on n'a pas les bonnes personnes pour juger du pays. Donc être sur place, et c'est là qu'on trouve qu'il y a des gens merveilleux. Moi, il y a des gens qui m'ont touché le cœur partout. Donc oui, partez si vous avez envie. C'est le secret.